Bonjour à tous, notre adresse aujourd'hui est à la limite de l'Auvergne et du Gévaudan sur la commune de Ruines-en-Margeride dans le Cantal. C'est ici, entre Mende et Saint-Flour, qu'un édifice surplombe les rives de la Truyère. Nous sommes bien sûr au viaduc de Garabit. Ouvrage majestueux qui réunit les deux rives, cet ouvrage métallique fut créé pour relier Paris à Béziers en traversant le Massif central par une ligne de chemin de fer appelée à l'époque la ligne d'Écosse. Depuis plus de 120 ans, cet ouvrage, conçu par l'ingénieur des ponts et chaussées Léon Boyer et réalisé par le célèbre Gustave Eiffel de 1880 à 1884, représente un lien fort entre le territoire du Nord et celui du Sud. Le jeune ingénieur Léon Boyer s'est largement à l'époque inspiré d'un autre viaduc, Maria Pia, sur le Douro au Portugal, un viaduc qui lui-même en son temps avait été conçu par la maison Eiffel. Patricia Vergnes-Rochèze, merci de nous accueillir ici au viaduc de Garabit. Vous êtes historienne, conférencière, spécialiste du viaduc de Garabit. Vous avez écrit Le viaduc de Garabit, un géant d'un autre temps. Vous nous faites revivre dans ce livre l'histoire de sa construction, les différentes phases techniques de l'édification de ce joyau de fer, d'ailleurs, comme vous l'écrivez dans votre livre. Pouvez-vous, dans un premier temps, peut-être nous raconter les grandes étapes de la construction et les événements, surtout, qui ont amené à l'édification de ce joyau de fer ? Voilà, il faut vraiment se remettre dans le contexte de l'époque. Ici, il n'y avait évidemment rien, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de voiture. On voyageait à l'époque à cheval, c'était vraiment, donc on ne connaissait pas la vitesse. Le train allait arriver et le train devait traverser ce massif central. Et on sait que le relief du massif central a été vraiment un casse-tête pour les ingénieurs de tout temps en termes d'aménagement du territoire, puisque dérouler une route bien droite au-dessus de toutes ces gorges et au milieu de ces reliefs divers et variés, ça a été compliqué. Et ce qui est quand même important à Garabit, c'est de noter le nom de Léon Boyer. Aujourd'hui, évidemment, et c'est normal, on retient le nom du grand ingénieur Gustave Eiffel qui a marqué la terre entière puisqu'il a construit sur l'ensemble des continents et il a une centaine d'œuvres à son actif. Donc évidemment, et c'est un des ingénieurs les plus connus au monde. Donc on retient Gustave Eiffel évidemment. Mais si Léon Boyer, ce jeune homme de 27 ans, n'avait pas eu l'idée de justement étudier ce projet qu'avait réalisé Eiffel à Porto et n'avait pas eu cette audace de proposer cet ouvrage à Garabit, Gustave Eiffel ne serait certainement jamais venu dans le Cantal ni dans le Massif central et n'aurait pas eu l'occasion de construire ce viaduc. Et ensuite, cet ouvrage, en fait, a été réalisé de gré à gré avec l'État, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de concours, comme c'est habituellement l'usage. L'État a fait confiance à Eiffel et à Boyer. Exactement. En fait, comme Eiffel avait réalisé ce viaduc à Porto, il avait, on va dire, toute l'expérience nécessaire et on savait qu'il était en mesure de le réaliser. Patricia, parlons du chantier précisément. Vous avez étudié, vous avez pris du temps pour regarder les ouvrages de l'époque, les plans de l'époque, on les voit là d'ailleurs au moment même où nous parlons. Comment se passe le chantier du viaduc de Garabit ? Oui, Eiffel est venu sur le site de Garabit et à plusieurs reprises. Et à l'époque, c'est assez drôle, j'ai retrouvé justement une famille sur Chalier. Papa, dans cette famille, était chef de chantier donc sur Garabit. Et quand Eiffel venait sur le chantier, il allait déjeuner dans cette famille. Il n'y avait pas de restaurant à l'époque ici, donc il ne mangeait pas à la cantine avec les ouvriers, mais il allait manger dans cette famille. À cette époque-là, il faut bien s'imaginer qu'il y avait vraiment des groupes de travailleurs qui suivaient les chantiers et qui partaient de chantier en chantier. Il y avait des viaducs qui se construisaient partout. Donc, dès qu'un chantier était terminé, on allait sur un autre. Toute la partie maçonnée a été construite par des Italiens, donc qui étaient des spécialistes de la taille de pierre, encore aujourd'hui d'ailleurs.
Et donc ils sont venus à peu près 200 pour travailler sur cette partie maçonnée. Garabit n'a pas toujours été écrit G-A-R-A-B-I-T. Racontez-nous la petite anecdote. Alors en fait, Garabit s'écrivait au départ G-A-2-R-A-B-Y. Hein, et donc ça venait de Garabiou, ce mot patois, qui voulait dire gare aux bœufs. Parce qu'en fait, donc, il y avait une toute petite rivière à l'époque. Et quand les bœufs devaient descendre et traverser à gué la rivière, il y avait des risques derrière de se blesser. Et donc les paysans criaient gare aux bœufs. Et c'était resté Garabiou, gare aux bœufs, Garabit. Et c'est comme ça que le nom de Garabit est resté le nom du lieu dit ici. Patricia, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va se retrouver dans quelques instants à proximité du tablier et du viaduc. Puis nous ferons ensemble un tour de bateau en compagnie d'un géologue spécialiste des lieux, François Leleu. Il va nous parler de cet écrin de nature qui nous entoure. Que l'on soit ici ou beaucoup plus bas, on s'en aperçoit, le viaduc de Garabit est un élément incontournable du paysage naturel. Sa hauteur n'a jamais été égalée jusqu'en 2011, date de la création et de l'inauguration du viaduc de Millau, 349 mètres. Néanmoins, dès 1965, le viaduc de Garabit a été inscrit sur la liste des monuments historiques. Ce même viaduc de Garabit bénéficie actuellement d'une démarche de classement auprès du patrimoine mondial de l'UNESCO. François Leleu, racontez-nous un petit peu où nous sommes ici et qu'est-ce qu'il y a de magnifique à découvrir. On est un petit peu dans les entrailles du Massif central, c'est-à-dire que les roches qu'on peut observer sont très feuilletées, vous voyez, et c'est des roches qu'on appelle métamorphiques qui se sont formées quand le Massif central est en train de pousser il y a environ 400 millions d'années. Et maintenant, cette truyère a un petit peu d'intérêt dans le sens où elle s'est fait envahir par les épisodes volcaniques sur ces deux berges et a dû refaire son cours assez récemment, puisqu'il y a 3 millions d'années, elle prend le dessin qu'on connaît actuellement. Est-ce qu'on peut parler de sites géologiques particulièrement intéressants ? C'est intéressant dans le sens où, contrairement aux autres rivières qui bien souvent ont reçu des coulées de lave qui ont bouché leur lit, la truyère n'est pas remplie de lave pour l'instant et que son ouverture, comme j'ai pu dire, est relativement récente dans l'histoire géologique, puisque, semble-t-il, elle se serait ouverte à la fin des éruptions qui touchent le Cantal il y a 3 millions d'années. Parlez-nous de Grandval et de la manière dont on pourrait l'apercevoir. Alors Grandval se situe un peu plus en aval et c'est un gros barrage avec un dénivelé très important. En ce moment, l'aval de Grandval est en train de se faire nettoyer jusqu'au barrage qui se trouve un petit peu en aval de Laussac, le barrage de Saran. Et Grandval est intéressant puisque la rivière s'élargit à partir de Mallet et on a un espace un petit peu plus large qu'ici. Donc, le barrage de Grandval est situé à 15 km du viaduc de Garabit. Ce barrage a permis de former la retenue de Garabit-Grandval, longue de 28 km. Il permet de produire la première des énergies renouvelables, l'hydroélectricité. Il est haut de 79 mètres, long de 350 mètres et est équipé de 2 groupes de production. Cela permet de produire l'équivalent en consommation annuelle en électricité de la population de 3 fois comme Saint-Flour, soit 20 000 habitants. Ce barrage a été construit en 2 phases, une phase entre 1941 et 1943, arrêtée pour cause de la Seconde Guerre mondiale, et repris en 1955. Donc à l'époque, une sacrée prouesse en termes de génie civil. L'équipe du groupement d'usines de Grandval est composée de 11 personnes, 11 techniciens, qui assurent la surveillance et l'exploitation du barrage.
Que ce soit le viaduc de Garabit, que ce soit Notre-Dame de France au Puy-en-Velay, ces édifices se contemplent autant de jour que de nuit, la lumière étant là pour les mettre en valeur, mais cet éclairage est tout un art, comme nous l'explique Alain Martel, directeur de EDF Auvergne. C'est vrai qu'un site comme celui-là et un ouvrage comme le viaduc de Garabit, c'est un site et un ouvrage remarquable. L'éclairer, ça contribue à l'attractivité de ce site en termes touristiques. Donc EDF est marié avec la lumière, on sait bien tous que la lumière est depuis très longtemps avec l'électricité et donc nous sommes très sensibles aux éclairages d'ouvrages de ce type. Les technologies sont choisies en fonction de la nature de l'ouvrage et de l'effet que l'on souhaite obtenir par sa mise en lumière. Dans le Puy-de-Dôme, là, par exemple, la cathédrale de Clermont a été mise en lumière il y a moins d'une vingtaine d'années et on peut constater que c'est un facteur d'attractivité du centre-ville majeur. Et quand on passe à proximité, ça fait toujours, j'allais dire, chaud au cœur de voir de la lumière. Voilà, notre escapade au viaduc de Garabit s'achève. Le viaduc et son plan d'eau vous attendent. Il y a là tout pour s'adonner aux joies des sports nautiques ou plus simplement aux promenades en bateau, seul, à deux ou en famille.